À mon humble avis, ce mandrille est loin de se douter que tout a commencé au fond de l'océan il y a 2 milliards d'années. Deux cellules cessent de se scinder et d'engendrer des êtres identiques à eux-mêmes à l'infini. Elles se rapprochent au contraire. Doucement, elles fusionnent, créent un œuf. Le premier œuf, à chaque fois unique et différent, original et originel. La sexualité vient de naître. Et ce nouveau mode de reproduction connaît très vite un succès foudroyant. Dans l'eau, sur Terre et dans les airs, la plupart des espèces s'approprient la découverte, elles l'enrichissent de variations infinies. Chacun fait preuve d'une inventivité sans borne pour tout simplement s'aimer et décourager la concurrence. Les mâles vont se faire beaux, souvent plus beaux que les femelles, pour mieux séduire, mieux épater. Le lion portera crinière, le cerf exhibera tout haut et beau ses bois. Le bouc étalera sans vergogne ses parfums licencieux, le babouin arborera une face flamboyante, le poisson combattant des oriflammes mordorées. Malgré tous ces efforts, le plus souvent, ce sont les belles qui mènent la danse et le mâle par le bout du museau. Il propose, elle dispose. Et si le temps de l'amour n'est pas venu pour elle, eh bien, elle refuse et reste indifférente à la bagatelle. Pas d'abandon sans chaleur pour les unes, pas de soumission sans ovulation pour les autres. Le comportement sexuel animal obéit à un calendrier bien défini. La sexualité, c'est avant tout un but à atteindre, un objectif à remplir, coûte que coûte. La naissance, la perpétuation de l'espèce, le plaisir, c'est en plus une sorte de luxe inutile. Je dois avouer que copuler avec mon épouse est loin d'être une partie de plaisir. J'ose affirmer que c'est même d'une tristesse déconcertante. Elle ne fait rien pour stimuler mes sens. Mais j'ai franchement l'impression que pendant l'acte d'amour, elle m'ignore totalement. Ah, s'il n'y avait pas les gosses, j'ai honte à penser que j'irais peut-être jusqu'à la tromper avec une autre. Oh, mais quelle horreur! Alors, pour oublier la monotonie de notre vie conjugale, il nous reste l'alcool. La saison des amours débute le plus souvent au temps des cerises et s'étire jusqu'à l'automne. L'air s'emplit alors de signaux odorants, d'appels bariolés, de messages intimes et lumineux. Chacun convoque sa chacune pour le bal charnel. Commencent les parades rocambolesques, les danses nuptiales, les invitent à l'amour. Et puis viennent les accouplements et les mines de désir ou de tendresse. Mais qu'on ne s'y trompe pas, tout ce cérémonial, ces pantomimes à n'en plus finir, ne laisse aucune place à l'improvisation. Chaque amoureux se comporte comme ses frères. Chaque accouplement est semblable, presque chaque regard. Bien sûr, l'intensité change. Le mouvement est plus ou moins ample, agressif, engageant. Mais le scénario est précis, minuté. L'ordre des opérations indéfectible. Chez la tortue, le mâle opine du chef devant sa belle et tendre avant l'amour. La lionne miaule devant son gros matou. Monsieur Hippopotame franchit la ligne de démarcation qui le sépare des ondines et bondit dans la fange. Lapin et porc-épic urinent sur leurs dames. Les combattants frétillent et bullent à en perdre le souffle. Une histoire de chair inscrite dans la nuit des temps, dans le grand livre génétique de chacun sans doute. D'où un comportement stéréotypé très différent de celui de l'homme. Au fait, lui, dans tout ça, comment s'en sort-il? Quelle est sa place dans l'arche de Noé? Qu'a-t-il inventé, le sapiens humain? Plusieurs choses, sans doute. En plus de l'amour avec un grand A et de la tendresse, l'érotisme et l'imagination, un certain sens du hasard. En tout cas, assez de quoi redresser la tête et se placer tout en haut de l'arbre des animaux. Mais cela, c'est encore une autre histoire.
Décidément, pas facile à séduire, ce mâle mandril. Il semble bien mieux disposé à des plaisirs solitaires. Obstinée, la femelle va lui représenter sa croupe. Décidément non. Le partenaire n'est pas prêt à bouger. Se mettrait-il en forme? À voir. La dame, vexée, mais pas désespérée, continue son manège et lui représente une troisième fois son derrière. L'attitude soumise qu'elle adopte est rituelle chez tous les babouins, dont les mandrills font partie. Ce comportement de présentation des parties intimes signifie « tu es le plus fort, je te respecte ». L'invite va peut-être porter car monsieur commence à pousser des grognements saccadés. Finalement, il se décide, c'est pas trop tôt, et honore la dame satisfaite. La masturbation, c'est bon pour les singes. L'éléphant, lui, n'a pas franchement de temps à perdre en préliminaire. La période de fécondité de l'éléphante est brève et elle doit en profiter. On estime à près de 3 ans la période minimale entre 2 gestations. L'écart maximal, lui, est de 13 ans. Tandis que les mâles se disputent les faveurs de madame, c'est en tout état de cause la femelle qui mène la danse. Pour s'accoupler, elle va présenter son postérieur au mâle. Bonne entrée en matière. Commencent alors des jeux de trompe, des caresses insolites, des entrelacs de naseaux subtils. Le mâle au comble de l'excitation urine. La trompe sert aux attouchements les plus extrêmes. Elle est à la fois puissante et caressante, délicate et agile. On raconte aussi que c'est grâce à cet appendice long de 2 mètres et qui émet des sons très graves que les mâles solitaires perdus dans la jungle la plus épaisse communiquent avec le reste du troupeau, pour le danger comme pour l'amour. Ils repèrent infailliblement les hardes de femelles et les fécondes au moment choisi. Jolie la performance,
quand on sait les prouesses que doivent accomplir ces montagnes de chair pour s'accoupler. Pas moins de 5000 kilos, parfois 7000, à surélever sur 3 mètres de hauteur. La femelle facilite la tâche au galant en s'agenouillant et en lui prêtant sa patte en guise de marchepied. L'éléphant est affublé d'un sexe fort respectable, somme toute assez proportionnel à ses propres dimensions. L'accouplement en lui-même est plutôt décevant. Beaucoup de préludes amoureux, des heures entières de persévérance, une escalade vertigineuse pour un instant très court, 1 minute tout au plus. La maturité sexuelle de ces respectables mamas s'étale entre 11 ans et 20 ans et se poursuit jusqu'à la ménopause, vers la cinquantaine. En observant l'utérus de quelques-unes d'entre elles, on s'est aperçu qu'elles avaient été grosses au moins 11 fois pendant leur demi-siècle d'activité sexuelle. La rencontre est adaptée à un calendrier bien précis. Elle doit suivre la saison des pluies afin que l'éléphanteau à naître bénéficie d'une nourriture abondante et grasse. Elle mettra bas 22 mois plus tard. Le petit qui naît pèse son poids 100 kilos environ, ce qui n'est pas si mal. Gourmand comme de juste, il sera allaité par sa mère pendant 4 ans au moins, parfois davantage. Changement de décor. Lièvre ou lapin, cette boule grise en furie, difficile de savoir au premier coup d'œil. Ses oreilles sont petites, sans la moindre tache brune aux extrémités. C'est donc un lapin. Sa principale préoccupation, la fornication. Pour ça, il mérite bien sa réputation. C'est toujours la même chanson. Dès que passe une lapine, il se met à la suivre, tout naturellement, sans forcer l'allure, et débute aussitôt son numéro. Il raidit les pattes postérieures et avance fièrement, relevant son train arrière pour donner en spectacle tous ses trésors. De la mi-février à la mi-août, 6 mois de l'année tout de même, la fête bat son plein. Les mâles semblent atteints d'une véritable folie. Oreilles baissées, ils ruent sur leurs partenaires, cinglent l'air de leurs membres postérieurs, puis se laissent aller en une série interminable de convulsions. Une énergie sexuelle que seuls les lièvres parviennent à égaler. Dès l'âge de 4 mois, une femelle aura de 3 à 5 portées par an, avec 5 petits à chaque fois en moyenne. Une fécondité exceptionnelle pour ce petit mammifère devenu le symbole de la sexualité mécanique. Rassasié, il se consacre à sa toilette, au repos ou à se faire de nouvelles amitiés, même entre mâles. La solitude est au tigre ce que la frénésie d'accouplement est au lapin. Célibataire endurci et peu bruyant de nature, il émet un terrible rugissement lorsque monte en lui le désir. Une idée fixe l'obsède, se mettre sous la patte une tigresse prête à l'accueillir et lui faire don de ses charmes. Le temps des chaleurs est aussi celui des affrontements. Un jeu nuptial où presque tous les coups sont permis.
Mieux vaut ne pas perdre la face et revenir plusieurs fois à l'attaque. Le gros matou le sait pertinemment, le mois de décembre passé, s'en sera fini des espoirs de galipette, de mordillement, en détendre la nuque de madame et toutes les autres folies d'amour. Pour affirmer sa virilité, le mâle ne peut s'empêcher de marquer son territoire, même en captivité. Un peu d'urine fera l'affaire. Ça n'a pas l'air de déplaire à madame. Contrairement aux apparences, en amour, c'est plutôt elle qui décide. Un petit geste tendre indique le moment opportun. Le mâle ne se fait pas prier et dégaine aussitôt son pénis, qui ressemble plus à une tétine de biberon qu'à un instrument d'amour charnel. Les accouplements n'ont lieu qu'une seule fois tous les 2 ans environ. Alors quand le moment arrive, c'est un rythme effréné. Les saillies peuvent se répéter toutes les 20 minutes pendant plusieurs jours d'affilée. Quelle performance! Au milieu du plaisir, il aime à mordre le cou de sa compagne, un petit geste d'affection. Mais il ne faut pas s'y tromper, c'est aussi une marque de pouvoir et de domination. Avant de recommencer, le seigneur de la jungle émet des ronrons de satisfaction et se dégourdit un peu les pattes. Dans la nature, le mâle reste avec sa compagne de hasard quelques jours après la fin de l'accouplement. C'est le temps des rigolades, des complicités partagées et des repas en tête-à-tête. Mais le produit de ses amours ne l'intéresse pas. Il n'est ni bon père ni bon époux et préfère une fois encore tenter sa chance avec une autre. Avec ses amours à répétition, nous lui décernerons sans hésiter la palme de l'infidélité. Orgueil de l'Inde, joyau de ses forêts, ce gros chat rayé est devenu symbole de la vie sauvage. Véritable figure de proue des amoureux de la nature, le voilà promu au rang d'animal national. Il faut dire qu'il a frôlé le point de non-retour. Avec son millier de victimes humaines par an, il a, semble-t-il, signé de ses propres griffes son arrêt de mort. L'auriez-vous imaginé? Les Romains consommaient avec délectation les escargots de Bourgogne pour leur saveur délicate et leur prétendue vertu aphrodisiaque. Il faut reconnaître que la sexualité des gastéropodes est particulièrement alléchante. Ce spécimen mâle d'eau douce est tout à fait singulier. Il porte un généreux pénis au-dessus de la tête, formé d'une grosse masse charnue, à l'intérieur de laquelle se cache un flagelle pointu. Vous avez deviné, c'est ce long appendice blanchâtre fièrement dressé dans l'eau. En y regardant de beaucoup plus près, la femelle s'apercevrait qu'il émerge d'une petite poche spéciale qui permet à l'instrument au repos enroulé en pelote de dégainer en un éclair. Sur Terre, le programme serait quelque peu différent. La parade du Petit Gris ou du Bourgogne se déroulant en fait pendant de longues heures. Interminable prélude à des amours très piquantes.
Chacun se titille avec un dard souple et calcifié proche de l'appareil génital. Ce poignard d'amour traverse parfois la peau du partenaire et finit par tomber au sol après l'accouplement. Mais ce n'est pas tout. Certaines de ces espèces hermaphrodites connaissent les joies d'être mâles et femelles à la fois, ce qui ne les empêche pas pour autant de s'accoupler avec un congénère. Il suffit de s'entendre sur le rôle à tenir. On imagine volontiers des dialogues du genre « On dira que c'est moi le papa et toi la maman ». Dans sa prime enfance, l'escargot commence par appartenir au sexe fort. Puis, avec la maturité, se développe son système femelle, capable de recueillir le sperme et de pondre des œufs. Toute la panoplie du parfait reproducteur est alors en place, pénis et vagin en même temps. La vieillesse marque pour l'escargot déclinant le retour au sexe unique, féminin cette fois. Et notre mollusque n'est plus capable que de pondre des œufs. A priori, l'escargot au sommet de sa gloire amoureuse pourrait profiter de l'occasion, se suffire à lui-même et s'auto-féconder. Eh bien non. La nature, toujours prête à sauvegarder la vigueur de l'espèce, n'utilise cette solution que très rarement, en roue de secours. Si la limace et quelques gastéropodes d'eau douce ont recours au plaisir solitaire, c'est en captivité seulement quand la situation est quasi désespérée. Revenons donc à nos amoureux d'eau douce. Chez eux, pas d'hermaphrodisme, ni de dard piquant, pas plus que de danse nuptiale. Une simple rencontre entre deux eaux dans un marécage ou un étang. Elle se terminera le plus simplement du monde par des œufs en grappe et leur métamorphose en une foultitude d'escargots miniatures. Est-ce un mâle? Oui. Et il peut encore rêver à une honorable existence. L'homme avec la lame tranchante de son couteau n'est pas arrivé sournoisement par derrière pour lui enlever en quelques minutes tout espoir de vie amoureuse. Celui-ci a échappé à la condition de bœuf. Aurait-il alors eu le goût de développer ses facultés intellectuelles? Est-ce une génisse? Oui. Elle a peut-être, elle aussi, ses rêves de jeune fille. Elle était émue en songeant au taureau qui la choisirait parmi tant d'autres. Et nous lui imposons un mâle pour ses qualités héréditaires, quand nous ne lui imposons pas l'insémination artificielle. Amant professionnel, il doit monter tout partenaire que l'homme lui indique. Pour enfourcher l'arrière-train de la femelle, pas de problème, mais pour que sa verge effilée obéisse au quart de tour après 2 ou 3 saillies successives, il faut parfois un peu de concentration. Après, l'affaire marche toute seule. Que d'énergie ne faut-il pas dépenser pour accomplir son devoir honorablement? À peine quelques minutes de flirt et le taureau doit accomplir son office s'il ne veut pas être renvoyé à la stalle à grands coups de bâton. Difficile dans ces cas-là d'avoir beaucoup d'imagination. Où sont-ils passés, nos minotaures d'antan? Quel drôle d'animal, ce porc-épic. Il a le minois et la dégaine du rat, ou de l'écureuil, des cousins rongeurs. Pourtant, sa toison de piquant à serrer mal dissimulé dans une fourrure au long poil lui donne fière allure. Et s'il ne fait pas fuir les plus téméraires de ses adversaires, du moins ce bon Iroquois leur rend le repas très indigeste.
Au chapitre de l'amour, certains petits malins se demandent peut-être comment s'y prend le guerrier en armure pour honorer sa belle. Eh bien, il faut se rendre à l'évidence avec beaucoup de précaution et d'hésitation. La femelle, pourtant, fait tout pour lui faciliter la tâche. Elle abandonne son attitude défensive légendaire et relève la queue avec ostentation. Merveille, voilà dévoilés les plus inaccessibles secrets, les plus doux, mais aussi les mieux protégés. Pour parvenir à ce résultat, le mâle fait preuve d'une infinie patience et parade pendant 2 jours, parfois 3. Il ne cesse de s'ébrouer autour de sa dulcinée et de faire le beau, moyennant quoi, finissant par céder à un si bel hommage, la tendre et l'amoureux accepte l'accouplement. Commence alors une série de « monte-moi dessus ou je me sauve ». À ce petit jeu qui l'excite plus que nul autre, la femelle est très forte. Finalement, le mâle parvient à ses fins, aidé, il faut l'avouer, vous l'avez vu, d'un respectable pénis qui compense la distance obligatoire entre lui et elle. Qui s'y frotte, s'y pique, c'est bien connu. Pour preuve, ces taches de sang. Après l'amour, le couple se rassasie. Enfin, disons plutôt, le séducteur se rassasie. Désormais, n'ayant plus cure de sa compagne, il va l'ignorer royalement et même l'empêcher de faire bombance. Belle muflerie. Le fruit de ces piquantes amours est à point 6 mois plus tard. 1 à 2 petits naissent alors. Par chance pour la mère, le duvet qui recouvre les petits pores épiques à la naissance permet de franchir en douceur la filière génitale. Ce n'est que 2 à 3 heures plus tard que la toison se durcira en poils plus rigides et piquants. Anne, combien de mépris et d'humiliation n'as-tu pas essuyé? Les Égyptiens t'assimilaient à Typhon, le dieu du mal. À Cume, on promenait les femmes adultères sur ton dos. Symbole de l'ignorance, figure mythique de l'obscurité. Le cousin pauvre du cheval, tu es la bête par excellence, qui réunit au fin fond de tes entrailles les forces de Satan, instinct maléfique et pulsion charnelle entremêlées. Ne serait-ce pas par hasard ces extraordinaires qualités d'amant qui lui ont attiré les foudres? Sempiternelle jalousie des hommes qui jugent toujours sots ceux que les femmes trouvent beaux. Il faut dire que le baudet accumule les performances, un pénis en entonnoir qui n'a rien à envier au plus gros des animaux. Comparé aux autres mâles, le prolétaire des équidés est d'une vigueur impressionnante. Ferme mais souple, son sexe descend bien au-dessous des genoux. Avec un tel phallus, il peut saillir 8 fois par jour, sans se lasser, et ce 5 mois durant. Dans la nature, pour faire sa cour, il engage une lutte terrible avec les femelles en rut de son territoire. Un amour orageux où conte et fleurette rime avec castagne et manchette. De ses victoires de guerre dépendra le nombre de partenaires qu'il pourra monter.
Sur ces terres, le propriétaire est roi, avec le cortège de privilèges dû à la hauteur de son rang, tel le droit du cuissage dont il jouit amplement. En récompense de quoi, il offre à chacune de ces belles un sexe particulièrement éloquent. Il ne manque pas de vigueur, ce quadrupède que l'on croit à tort placide et résigné. Mis au service de l'homme pour des tâches moins émoustillantes, le plus déshérité des équidés voit souvent le ton de son plaisir bafoué. Quant aux macaques, ce sont les vedettes superstars, les plus aventuriers des singes de l'ancien monde, les plus nombreux aussi, et donc forcément les plus répandus. Il y a fort longtemps, on les trouvait même sur une grande partie du continent européen. Acrobates dans l'âme, ils se sont plus d'une fois laissés dresser par l'homme pour lui prêter main forte au moment des récoltes. Avec bonne humeur, ils acceptent alors de grimper tout en haut des cocotiers, détachent soigneusement les noix les plus mûres, puis les font tomber à terre une à une. Les macaques vivent en petits clans très soudés, avec un sens aigu de la hiérarchie et de la communauté. Anti-macho et fraternel par excellence, il semble vivre au sein de la tribu un bonheur partagé. Mais pour acquérir un rang respectable, mieux vaut, chez les macaques aussi, être de nobles descendants. Toutes les situations conjugales peuvent exister, sauf la fidélité et la monogamie, bien sûr. Mais halte là les fantasmes. Ces anthropoïdes-là ne se reproduisent qu'entre 3 et 5 ans et demi seulement. Mais durant cette période, la femelle s'efforce de rester toujours le plus près de son conjoint possible. Il faut dire qu'ils font alors usage de leurs instruments de bonheur plusieurs fois de suite au cours de la même journée. Lorsque vient l'heure de s'épouiller, le couple partage un moment de véritable apaisement. Le rituel de la toilette est aussi agréable pour celui qui s'y prête que pour celui qui s'y livre. Il ne s'agit pas, bien sûr, que d'évacuer la vermine, mais surtout d'extraire toutes les petites peaux mortes, séchées et salées, dont les macaques sont particulièrement friands. La scène peut ainsi durer une bonne partie de la journée et parfois même déraper dangereusement. À quoi bon se refuser quelques menus plaisirs? Au détour d'une promenade en famille, ces jouisseurs patentés se payent de temps à autre une petite douceur. Si la femelle est consentante, bien sûr. Sinon, ce n'est même pas la peine d'essayer. Pourquoi se refuser une pause casse-croûte entre deux pénétrations? Une vraie vie de rêve et dépouillement. Bien que vivant dans les rivières ou les lacs, la tortue d'eau douce ne craint pas des expéditions sur le rivage, voire plus avant sur la terre ferme. Elle s'y rend pour un petit bain de soleil ou une promenade. La balade peut durer quelques mois chez certains spécimens à la fibre aventureuse. Comme toutes les espèces aquatiques, la tortue d'eau douce s'accouple dans l'eau, plutôt à la belle saison. Un vrai ballet nuptial, mais je ne vous en dis pas plus. Là, c'est madame qui arrive, un rien guillerette. C'est que monsieur n'est pas loin. Bientôt, on va jouer à cache-cache dans le sable. On va s'en mettre plein partout, et puis danser, et puis rouler.
se prendre dans les bras, se chuchoter des merveilles. La belle vie, quoi. Regardez plutôt, on étire son long coup de plaisir et on recommence. Quelle est cette étrange fleur noire, cette drôle de chose qui s'épanouit et se gonfle, le pénis de notre spécimen en érection? Une fois les amours consommés, la nageuse regagnera vaillamment le rivage pour y enterrer ses œufs. Même scénario que chez la terrienne, elle creuse un trou à l'aide de ses pattes et ramollit le sol de ses urines. Pour amortir la chute des fragiles embryons, elle pond au compte-gouttes un œuf après l'autre en les guidant de ses pattes postérieures pour les laisser délicatement glisser sur le sol. Le berceau est ensuite comblé, puis tassé et égalisé à l'aide du plastron maternel. Les naissances dépendent de la température du milieu extérieur, tant et si bien qu'au-delà de 29 degrés environ, tous les œufs donneront des mâles, et qu'en deçà, tous les œufs seront femelles. Parfois, cela n'est pas sans poser quelques problèmes si plusieurs générations successives sont de sexe identique. La tortue, hélas, n'est pas hermaphrodite. Les petits incuberont sur place pendant 2 à 3 mois grâce à la seule chaleur du milieu ambiant et écloseront à la fin de l'été. Enfin, si tout va bien, car il arrive que la météo joue de vilains tours aux embryons ralentis dans leur développement. S'ils ne sont pas prêts pour des températures encore assez clémentes, ils hiberneront dans leur nid en attendant des jours meilleurs. Ensuite, fraîchement éclos dans la chambre à eux, ils s'aideront mutuellement pour tenter de rejoindre la surface. Au-delà commencera la grande épopée, la course jusqu'à la rivière. Imaginons un peu. Imaginons septembre, le brame, le cerf qui convoque les biches à l'amour et ses rivaux au combat. Un rugissement déchire la forêt. Non loin, le petit royaume des biches, mené par une matrone, une femelle pleine d'expérience, entend le chant. Des rivaux aussi écoutent. Ils savent les limites du territoire. S'ils avancent, ils devront mener combat. Le maître de harde, le chef du harem, est prêt à tout pour défendre son fief et ses biches. Las, en captivité, les biches sibyllines et le cerf arrogant ont perdu leur candeur.
Oubliez la jolie parade galante du mâle qui doit persuader la femelle de succomber à ses charmes. Fini les timides coups de patte sur les membres postérieurs de la biche, et ces esquivades si délicieuses, et ces petits coups de langue empressés du mâle, ces reniflements flatteurs. Sous les barreaux, décidément, la parade n'a plus la même allure. La saison des amours peut durer 15 longs jours. Période chaude et agitée pour le mâle qui ne sait plus où donner de la tête. Tant à satisfaire son harem, 10 à 30 biches à couvrir au fur et à mesure des chaleurs, qu'à repousser les prétendants de plus en plus impatients. On a vu des donjons perdre 10 kilos par semaine au jeu cruel de l'amour et du combat. Saute-mouton. Et les mâles, pas très regardants, ne dédaigneront pas le croupion de leurs congénères de même sexe. L'hiver venu, le cerf perdra ses bois et sa désinvolture, les biches seront pleines et porteront les petits jusqu'à la délivrance à la fin du printemps. Elles vivront paisiblement entre femelles et fans sous l'autorité d'une matrone. Mais quelles sont donc ces étranges créatures longilignes? Des sortes de vers de terre qui semblent préférer la baignade au bon humus gras de nos campagnes. Eux, au moins, ne risquent pas de se déshydrater. Des vers, tout ce qu'il y a de plus prudent. Quelques brefs attouchements de reconnaissance, puis les deux partenaires s'enroulent l'un à l'autre. Il s'agit sûrement d'un mâle et d'une femelle, pensez-vous? Eh bien non, impossible. Tout bonnement parce que chez ces animaux-là, tout le monde est l'un et l'autre à la fois. Des hermaphrodites, quoi. Pas de problème pour choisir son côté. Tous deux possèdent la panoplie complète nécessaire à la reproduction. Testicules, ovaires et même une spermathèque, cette sorte de sac à emmagasiner les spermatozoïdes. Mais n'allez pas en conclure qu'ils ne connaissent pas le plaisir des caresses et du rapprochement des corps. Avoir tout sous la main, c'est bien, mais faire ça à deux, c'est tout de même indispensable et certainement beaucoup plus agréable. Les deux vers, miroirs l'un de l'autre, se rapprochent tout près, très près, et s'enlacent de façon à accoler leur orifice mâle au réceptacle séminal du partenaire. Le but du jeu, échanger ces spermatozoïdes. Et pour se faciliter la tâche, comble de finesse et de subtilité, ils ont chacun, juste avant, fabriqué un petit manchon visqueux, tout en mucus, pour être sûr d'être bien maintenus l'un à l'autre. Une manière originale de passer la bague à son partenaire pour ne former plus qu'un. Après la séparation du couple, cette ceinture bouffie deviendra plus épaisse, membraneuse, et se détachera lentement. Chaque ver y aura déposé ses ovules et les spermatozoïdes de son partenaire qu'il avait stockés dans sa spermathèque. Ces linges étranges sont finalement abandonnés sur le sol sous forme de cocons étanches à l'intérieur desquels seront fécondés les ovules. Tous renferment bien sûr un grand nombre d'œufs, mais paradoxalement, il ne s'échappera de chacun d'eux que 2 ou 3 petits vers tout au plus. Allez comprendre quelque chose assez drôle de Colombin.
Quels étonnants personnages. Une allure de gros rat à mi-chemin entre marmotte géante et castor. Un chatouillis de moustache et la discussion s'anime aussitôt. Véritable dame de fer, la femelle Ragondin sait parfois se montrer câline et d'une patience sans borne. C'est souvent elle qui prend les initiatives pour choisir l'emplacement d'un barrage ou engager la danse. Un pas de deux, quelque peu tumultueux, entrecoupé d'un brin de causette et de quelques frôlements de truffes affectueux. Pour séduire son époux, rien de plus facile, elle dispose de toute une palette de substances odorantes qu'elle concocte dans de grandes poches à la base de la queue et largue à tout vent sous forme d'un nectar dont elle garde jalousement le secret. Une effluve parfumée qui ne laisse apparemment pas monsieur insensible. Se laisserait-il honteusement aller? La dame ne semble pas lui en tenir rigueur et poursuit, comme si de rien n'était, son grand jeu de séduction. Décidément, le galant ne parvient plus à se retenir et présente à sa belle son épieu d'amour, raidi à l'extrême. Un pénis tout en longueur, à l'extrémité rugueuse et armée d'un petit os contourné, guère plus grand qu'une allumette. L'arme du délit. L'étreinte, quelques minutes à peine, maintes fois renouvelées durant les 3 heures que durent les chaleurs. Des ébats entrecoupés de jeux, de gestes tendres et de taquineries où la femelle fait mine de se lasser et de partir prendre son plaisir ailleurs. Dès l'âge de 2 ans, ils ont atteint leur maturité sexuelle. La saison des amours s'étend de décembre à avril, 5 longs mois au cours desquels madame pourra avoir jusqu'à 5 cycles sexuels successifs sans changer de partenaire. Dans son élément naturel, elle assure l'harmonie et la cohésion du groupe dont le couple fondateur forme le pilier central. La fidélité est de règle chez les architectes des rivières. Dès qu'ils ont croqué le premier fruit, c'est pour toujours. Lorsque ces palmipèdes se regroupent en Hokkaido, l'île la plus au nord de l'archipel japonais, c'est que l'hiver est fini, un peu comme les hirondelles chez nous. Princes silencieux des airs, ces gros oiseaux de la famille des oies sont toute élégance, dignité et délicatesse à la surface de l'eau. Ils deviennent cependant d'une formidable gaucherie dès qu'ils mettent la patte à terre. Irascibles, burlesques, frôlant presque le ridicule, tout comme leur sexe en tire-bouchon dont ils ne semblent pas très fiers, auraient-ils quelques difficultés à manier ce long pénis vrillé, couleur de nacre? En plein cœur de l'été, les couples se forment. 2 jeunes palmipèdes se découvrent des affinités, apprennent à se connaître, puis s'attachent peu à peu l'un à l'autre. Ce n'est toutefois qu'à 4 ans qu'ils éliront domicile pour consommer leur amour. Monogame, le mâle est alors au paroxysme de sa susceptibilité. Pour voler au secours de sa légitime, il est prêt à gifler et à noyer tous les imposteurs. Aplatie et docile, la femelle reçoit dans l'eau l'hommage suprême. Sous le poids du corps de son époux, elle frôle à plusieurs reprises la noyade, mais parvient toujours, au moins une fois, à redresser la tête et reprendre son souffle.
De toute manière, elle ne prend pas grand risque puisque l'accouplement proprement dit s'effectue en une vitesse éclair, une formalité de quelques secondes tout au plus. Mais qui dit bref ne dit pas forcément peu fréquent. La bagatelle peut se renouveler plusieurs fois à quelques heures d'intervalle. D'ailleurs, plus il fait l'amour, plus son corps rayonne de blancheur. Et Dieu, que la suite est belle, tout en baignade et en tendresse, jusqu'à l'éclosion des 4 à 10 vilains petits canards, auxquels il faudra enseigner avant tout la liberté et la pérennité de l'amour. Ah, maintenant c'est au tour de la monture d'Aphrodite. Celle-là, ça fait longtemps qu'on en parle, depuis l'époque où Dionysos s'était métamorphosé en bouc pour repousser Typhon en Égypte. Dans ce pays, des sanctuaires ont même été élevés à un dieu chèvre ou un dieu bouc, celui que les Grecs avaient appelé Pan. Symbole de virilité, voire de lubricité, animal sacrificiel par excellence, pas étonnant qu'il soit devenu bouc émissaire. Et ciel, quel parfum! Il faut être chèvre pour supporter et décrypter un tel tissu d'odeur. Ah, sacré bouc! Tes ébats amoureux tiennent plus de la lutte que de la tendre et douce étreinte. Et 20 chèvres suffisent à peine pour assouvir tes ardeurs. Mais au moment du coït, tu les serres si fort entre tes 2 pattes avant qu'on pourrait croire qu'elles ne te laissent pas indifférent. Pourtant, quand ce n'est pas pour les saillir, tu les ignores, voire même les méprises. Allez parler d'amour à un amant aussi infidèle. Que vous le croyez ou pas, le mulet est quelqu'un de tout à fait extraordinaire. Il est le fruit d'amour aberrante entre espèces différentes. Un âne et une jument qui ont convolé en injustes noces. Le bardeau, son compagnon de galère, est le mélange d'une ânesse et d'un cheval. L'accouplement des mulets est quelque chose de musclé. Et c'est à coup de dents que le mâle va attraper l'échine de la femelle pour l'immobiliser. Au besoin, il lui mordra la queue. Ah, mais... La nature n'aime pas ces mariages contre nature. Elle a donc mis au point 2 stratagèmes pour protéger la sacro-sainte espèce. D'abord, elle permet rarement aux hybrides nés de ces amours impossibles d'être fertiles à leur tour et de donner naissance à des petits. En principe, cela marche. Et on a rarement vu des mulets ou des mules ayant marmaille. Toutefois, cela peut se produire grâce à une série de hasards génétiques. La nature se venge aussi d'une autre manière. Les jeunes mulets portés par la jument font une réaction contre leur mère. Celle-ci, pour se défendre, fabrique des anticorps qui passent dans le lait maternel, tant et si bien que dès la naissance, il est nécessaire de nourrir artificiellement les jeunes multons sous peine de les voir empoisonnés par le lait nourricier. Comme si la nature n'engendrait pas assez de chimères, l'homme s'est amusé à en créer à son tour au gré de son imagination ou de ses besoins. Des éleveurs se sont spécialisés dans la production de mulets aux pieds tressures. On s'est beaucoup servi des mulets issus de ces croisements pendant la Grande Guerre. Ils permettaient le transport des canons dans des chemins rocailleux et difficiles. Les chercheurs se sont divertis à réaliser des hybrides, mais beaucoup plus fantaisistes. Cheval plus zèbre égale... Vous ne devinez pas? Un charmant spécimen qui porte le nom de zébroïde. Les petits fabriqués seront stériles et tout juste bons à épater la galerie avec leur mimique insolite, tenant à la fois du lard et du cochon. Toujours l'homme qui s'intéresse à ces fringants poissons originaires d'Asie. Des bêta splendens, dans le jargon des aquariophiles, ou combattants, car spécialement entraînés à la lutte en Thaïlande.
c'est que le mâle a un instinct territorial démesuré. Pas question de laisser un autre pénétrer sur ses plates-bandes, à moins que ce soit une femelle. Mais il ne faut pas exagérer, l'accouplement durera quelques minutes à peine, après excite la demoiselle. Avant d'entrer dans la danse nuptiale, le mâle combattant a préparé son coup. Près d'une feuille ou d'un débris végétal flottant sur l'eau, il fabrique un nid de bulles. Tout simplement grâce à sa salive qui emprisonne des bulles d'air. Ce dispositif va maintenir ses œufs en place et leur éviter les dangers du fond. L'opération accomplie, le combattant mâle, tout oriflamme dehors, part à la recherche d'une compagne. Paradant devant elle, il étale ses jolies nageoires, histoire de la faire succomber. La belle Ondine, n'y voyant que du feu, suivra le combattant jusqu'au nid. C'est seulement là qu'il l'enlace et lui fait le coup du dernier tango à Paris. La danse a le double mérite d'exciter le couple et de permettre au mâle de presser les ovaires de la femelle. Résultat, elle pond une kyrielle de petits œufs. Le nouveau père empressé abandonne alors la belle soumise, le temps de récupérer sa progéniture dans sa bouche avant qu'elle n'atteigne la vase du fond où sévissent de nombreux prédateurs. Il recrache ensuite la précieuse cargaison dans le nid douillet qui attend. Insatiable, il retourne de nouveau à ses affaires. Même scénario, même effet. La femelle pond à nouveau. Au total, plusieurs centaines d'œufs qui donneront des petits alevins et, si tout va bien, de futurs combattants. Une fois les œufs méticuleusement rangés au nid et la danse d'amour définitivement terminée, le mâle est conduit sa compagne d'un instant. Fini l'amour et les tendres enlacements. Il doit surveiller le nid jusqu'à l'éclosion des alevins, environ 36 heures plus tard. Les petits ne se dispersent que 3 ou 4 jours après la ponte, en dépit des efforts paternels obstinés à rassembler la tribu. De l'amour, pas vraiment. Plutôt de l'instinct. Juste ce qu'il faut d'instinct pour assurer la survie de l'espèce, car on sait qu'en aquarium, où les combattants font merveille, le bêta splendens, c'est son nom scientifique, mange ses petits, faute d'espace. La fibre paternelle a donc ses limites que la voracité ne connaît pas. Encore et toujours le nid. C'est là que tout commence et que tout finit. On le dispose dans la héronnière au milieu de plusieurs autres habitations mitoyennes. Chaque année, à la fin de l'hiver, les mâles revenus de longs voyages vers des contrées plus douces se posent accompagnés de leurs conquêtes. Les plus vieux choisissent les meilleures places dans la colonie et s'installent sur les dortoirs les plus confortables au centre. Reste aux plus jeunes la périphérie, la banlieue des arbres. Tous vont faire de la retape avant de se lancer dans le lutinage. Il faut consolider et recharger en bois les nids de l'année passée. Commence un travail sans relâche et d'incessants chapardages entre les bâtisseurs qui se disputent la même brindille. Finalement, les garçonnières semblent accueillantes et douillettes. Une dernière touche par-ci, une autre par-là, tout est bien. En quelques semaines, toute la colonie est installée et divisée en quartiers de plusieurs dizaines d'habitations. Les femelles ont enfin pu se joindre à la troupe. L'agitation a repris de plus belle avec force roucoulements et bruit de volière. Les séducteurs entament leur cours. Ce ne sont que gonflements de jabots et déploiements de plumes blanches, petits gousi-gousi dans le cou et frôlements de bec. Pour parvenir à la quintessence de l'excitation, le héron et sa dulcinée, ensemble cette fois,
vont donner un dernier coup de pinceau au lit nuptial. Brindilles et ramilles vont venir embellir le cocon des tourtereaux. L'un apporte, l'autre dispose sans relâche. Enfin, l'œuvre achevée, le mâle, dans un grand déploiement d'ailes, va couvrir la femelle roucoulante. Les premiers œufs seront pondus au début du printemps. Fini la belle vie, car une fois les oisillons venus au monde, les parents subiront une véritable tyrannie, celle du ventre. Leurs petits, toujours affamés, sont des vindicatifs, des exigeants, des turbulents. Il faudra se relayer pour pêcher sans relâche le poisson. Il faudra aussi protéger la pouponnière, au moins pendant 15 jours. À la fin, excédés, n'en pouvant plus, les chargés de famille finiront par jeter au-dessus du nid leur pitance aux enfants. Cette belle demoiselle kangourou, faisant toilette, va vivre une aventure exceptionnelle. Celle de la gestation et de l'accouchement. 33 jours à peine après l'accouplement, c'est le jour J. Elle va mettre au monde un minuscule bébé kangourou. Tout juste la taille d'un haricot. Nu, aveugle, sourd, son petit avorton de quelques grammes devra s'engager dans le plus périlleux des voyages. Traverser la fourrure maternelle pour rejoindre la poche ventrale, le marsupium, et s'y glisser. Il dispose pour cela de 2 minutes, pas plus. S'il tombe, c'en est fini de lui. S'il parvient au but, une tétine gorgée de lait l'attend, qui grandira avec lui et se soudera aux parois de ses lèvres. Il s'y accrochera comme à la vie, jusqu'à mesurer environ 10 cm au moment du sevrage. Entre-temps, sa mère en chaleur se lancera dans de tendres parties de boxe. L'idylle commence toujours sur le ring. Tendre petit coup de patte, les deux marsupiaux s'observent, se reniflent, se touchent. Parfois la belle, dans un ultime accès de coquetterie, feint de s'éloigner ou boxe son partenaire, jeu de main, juste pour la forme, car désormais, c'est dans la poche. Et les kangourous chez qui l'expression sauter n'est pas une vue de l'esprit sauteront ensemble. Chez les grands kangourous rouges, les mères sont toujours porteuses d'une vie à venir. Elles ont développé une sorte de fécondation à répétition grâce à un mécanisme hormonal non élucidé, ce qui aboutit à une réserve d'embryons, fruits de fécondations anciennes et dont elles peuvent déclencher le développement au moment choisi. Quand les chasseurs ou les dingos, leurs redoutables ennemis, ne sont plus à l'affût, à ce moment seulement, 33 jours plus tard, le petit embryon quittera l'utérus pour le marsupium. Si le danger persiste, la femelle pourra même prolonger sa grossesse pendant 332 jours s'il le faut. Stratagème des plus efficaces. L'affaire est toujours dans le sac. Oh, mais admirez cette bizarrerie de la nature. Un pénis qui s'épanouit en un bel iris blanc. Serait-ce pour remercier la belle du plaisir donné? Ce serait le bouquet. Chez de nombreux animaux, copulation ne signifie pas nécessairement conception. Ce n'est certes pas le cas des tigresses
qui ne se prête aux galipettes qu'une fois tous les 2 ans environ, le délai tout juste nécessaire à la gestation et à l'éducation des petits. En captivité, la reproduction est plus fréquente puisque les femelles n'entraînent plus les jeunes à la chasse ni ne leur enseignent l'art du camouflage. Une centaine de jours après l'accouplement, vient l'heure tant attendue de la délivrance. Que la tigresse mette bas dans la plus grande solitude n'a rien d'étonnant. Depuis que le monde est monde, le tigre ne s'intéresse guère aux fruits de ses amours. À la naissance, les tigrons sont totalement aveugles et se laisseront transporter sans discuter comme de vulgaires petites boules de poils. Dès que surgit un danger, la mère ramasse dans sa gueule tout son petit monde et change aussitôt de tanière, tout en délicatesse malgré la puissance incomparable de ses canines. À 6 semaines, les 3 à 4 tueurs en herbe engloutiront leur premier steak. Mais ce n'est qu'à l'âge de 7 mois qu'ils commenceront en liberté à chasser pour leur propre compte. De toutes petites proies d'abord, pour se faire la main, puis de plus en plus grosses, des porcs sauvages, des crocodiles, voire des buffles. Un tigre de taille adulte consomme près de 10 kilos de viande par jour, ce qui lui impose chaque année de tuer une 50aine de bêtes de toutes sortes. Certaines fois, il s'en prend même à l'homme. Avec son millier de victimes par an, le tigre aurait-il signé de ses griffes son propre arrêt de mort? À force de carnage, il a frôlé, semble-t-il, le point de non-retour. Dans les années 70, on en comptait moins de 2000 sur l'ensemble du continent indien, alors qu'ils étaient près de 40 000 40 ans plus tôt. Chez les Maharajas et les gouverneurs anglais, il était de bon ton d'organiser de fabuleuses chasses aux tigres pour honorer les visiteurs de marque. Les scores de certains sont ahurissants. 8 félins massacrés en une seule journée par Lord Harding et pas moins de 10 autres au cours d'une partie de chasse au Rajasthan. Mais le tigre n'est pas la seule espèce menacée. Si Noé devait à nouveau remplir son arche, beaucoup d'espèces manqueraient à l'appel. Disparu le loup des Falklands, le lion du Cap, le grand pingouin et le dodo de l'île Maurice. Et combien d'autres espèces et de plantes rayées de la carte à jamais avant même d'avoir reçu un nom. Ces extinctions massives ne sont pas un phénomène nouveau, c'est la loi du vivant, s'adapter ou périr. À certaines époques, la Terre a connu de véritables cataclysmes, comme celui qui emporta les dinosaures il y a 65 millions d'années. Mais ces hécatombes se déroulaient sur plusieurs milliers d'années. Et puis l'homme est entré dans le décor. Il a occupé à son tour la scène de l'évolution. Pas un petit coin de planche, non. Toute la scène biologique, tous les habitats, tous les milieux, des fournaises désertiques aux grandes étendues glacées, et tout a changé. Les extinctions se sont suivies à un rythme rapproché. Et si nous n'y prenons garde, au rythme actuel, 50 000 nouvelles espèces pourraient bien s'éteindre d'ici 40 ans. Sans compter toutes celles dont la survie est sérieusement menacée. C'est le cas de l'éléphant pour chasser pour quelques kilos d'ivoire, du rhinocéros convoité pour sa corne aphrodisiaque, ou des tortues de mer dont les lieux de ponte sont saccagés pour le seul plaisir des touristes. Tout a changé aussi le jour où un de nos lointains ancêtres a ramené dans son abri une petite touffe de poils, peut-être pour amuser le petit agrippé au giron maternel, peut-être pour rameuter le gibier. Le premier chien domestique naissait. Cet homme était loin de se douter que la sexualité de certains animaux allait dès lors échapper à son cours naturel. Comment pouvait-il imaginer que bien des millénaires plus tard, on fabriquerait à partir de hordes sauvages de carnivores, des chihuahuas ou des bulldogs? Que la science s'emballerait, que des apprentis sorciers seraient capables de sélectionner des espèces de vaches aptes à faire plus de lait ou plus de viande,
Des veaux identiques et jumeaux en série, des espèces améliorées, domestiquées, complètement fabriquées. Bref, des espèces incapables de vivre sans l'homme. Récemment sont nés des veaux clonés. Cloner, cela veut dire obtenir à l'infini la copie conforme d'un individu en autant d'exemplaires que l'on veut. 2, 10 ou 1 million. Une expérience étonnante puisqu'elle ramène l'Homo sapiens à 2 milliards d'années en arrière, au temps où les bactéries se scindaient en deux pour donner des êtres identiques à l'infini. Retour au monde asexué de la case des bas.